Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette société marocaine de biologie clinique pour m'avoir invité, et en particulier le professeur Chabraoui. Nous avons en commun avec le professeur Chabraoui la passion des maladies héréditaires du métabolisme, et nous en avons discuté de longues fois, et j'espère qu'il va bientôt se rétablir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire le dépistage néonatal. Je vais arrêter mes fonctions dans quelques mois, mais ça fait 40 ans que je fais du dépistage néonatal, et pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et surtout l'apport d'une nouvelle technique qui est la spectrométrie de masse. Donc vous inquiétez pas, de temps en temps, je regarderai l'heure parce que j'ai tendance à être un petit peu bavarde. Voilà. Alors, le dépistage néonatal en France, on a fêté ses 50 ans en décembre dernier. Voilà. Et puis, ce dépistage néonatal, il a fait suite à la découverte par M. Guthrie de sa technique de transport du sang, c'est-à-dire un test qui va être basé sur le dépôt d'une goutte de sang sur un carton. Ce carton va être mis à température ambiante, le sang va sécher, et ce carton va pouvoir être envoyé sans que le tube ne casse, parce qu'il n'y aura pas de tube. Et c'est basé sur le fait qu'avec ce carton, on va pouvoir faire des dépistages de masse. Vous savez que maintenant, dans de nombreux laboratoires, on utilise ce carton de Guthrie pour faire tout à fait autre chose, par exemple des dosages de pharmacologie, etc., du profil des acylcarnitine. On dit que le prélèvement se fait au talon, mais soyons réalistes, actuellement, en général, à J3, les enfants ont tous un bilan où on leur fait une bilirubine, une numération, formule sanguine, donc forcément, et souvent une CRP. Donc, on prélève on dépose le sang sur carton en même temps qu'on fasse le prélèvement. Alors, c'est un dépistage de masse qui est destiné en France à tous les nouveau-nés, et quelque chose qui est important, à tous les nouveau-nés qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que quand on va prévenir les parents, votre enfant doit revenir à l'hôpital parce qu'il a quelque chose, souvent, les parents ne nous croient pas parce qu'ils ont un enfant qui va parfaitement bien. Et c'est ça le dépistage, l'avantage du dépistage, c'est qu'on va donner, essayer de faire le diagnostic avant d'avoir les signes cliniques. Et ça, dans un but de détecter une ou plusieurs pathologies, vous allez voir, en général héréditaires, à des fins de prévention secondaire. Alors en France, on a 11 centres régionaux de dépistage et on dépiste 13 pathologies. Si je vous avais fait le topo l'année dernière, vous verrez que ça aurait été complètement différent. Donc la phénylcétonurie, la première qui a été dépistée, et c'est pour cette pathologie que M. Guthrie a mis au point sa technique, puis l'hyperthyroïdie, la déficit en 21 hydroxylase, la mucoviscidose, la drépanocytose. Donc jusqu'ici, on le faisait en fonction de l'origine ethnique des parents. Il fallait que les deux parents soient potentiellement hétérozygotes, mais depuis le début de l'année, c'est fait en population générale. Le déficit en M4, donc un déficit de la bêta-oxydation des acides gras, que l'on fait depuis le 1er décembre 2020. Vous verrez tout à l'heure, je prolongerai peut-être un petit peu mon topo sur ce déficit en MCAD, pour vous expliquer les 7 nouveaux dépistages, qui sont le dépistage de 7 nouvelles maladies métaboliques, qui sont l'homocystinurie, la leucinose, la tyrosinémie de type 1, l'acidurie glutarique de type 1, l'acidurie isovalérique, le déficit en LCHAD et le déficit du transporteur de la carnitine que nous effectuons depuis le 2 janvier 2023. Et bien sûr, à ceci, il faut ajouter le dépistage de la surdité. Un enfant sur 1000 est sourd, pas toujours sourd profond à être appareillé, mais un enfant sur 1000 est sourd. Et avant le dépistage, on s'en rendait compte parce que cet enfant ne parlait pas. Il faut se dire que les enfants, c'est quoi ? C'est des petits singes, ils nous imitent. Donc, s'ils n'entendent pas ce qu'on leur dit, ils ne répéteront pas.
donc ils ne parleront pas. Avant, le diagnostic était fait à l'entrée en école maternelle et peut-être plus tard. Mais depuis qu'on fait ce dépistage, c'est vrai que de nombreux enfants ont bénéficié de ce dépistage de la surdité et d'implants. Comme nous l'avons vu hier avec Monsieur Henny, ces dépistages sont régis par les critères de Wilson et Younger. C'est des critères qui ont de très nombreuses années, décrits dans les années 1970. On doit dépister, alors vous allez voir que, actuellement, on ne suit pas tout à fait les critères de Wilson et Younger, mais j'aime bien les rappeler. Ça doit être une maladie connue et bien décrite, relativement fréquente, mais vous allez vous en rendre compte que nous, souvent, on dit que normalement, elle devait avoir une fréquence supérieure à 1 sur 15 000 nouveau-nés. Alors même 1 sur 15 000 nouveau-nés, ça reste quand même une maladie rare ou ce qu'on appelle une maladie orpheline. Mais vous allez voir que là, on dépiste des maladies qui ont une fréquence de 1 sur 100 000 ou 1 sur 200 000. Le repérage, on va faire le repérage des malades à un stade présymptomatique à l'aide d'un marqueur biologique simple, fiable et suffisamment spécifique. Vous allez voir que, par exemple, pour la mucoviscidose, ce n'est pas évident. On va le voir ensemble. Il doit exister des confirmations par des méthodes de certitude et la population testée doit être informée du programme et donner son acceptation. Alors, une notion que n'ont pas du tout les pédiatres en France, c'est que le dépistage néonatal n'est pas obligatoire. Mais sur nos 750 000 naissances en France, on a à peine 100 enfants qui ne sont pas dépistés. C'est un dépistage qui est gratuit. Certaines personnes ne veulent absolument pas du dépistage et donc doivent signer un papier comme quoi ils n'ont pas voulu du dépistage. Et le programme de prévention doit être prévu sur le long terme, efficace pour repérer le maximum de malades, utile et conférer un avantage économique. C'est vrai, le dépistage néonatal coûte cher. C'est ce qu'on nous dit toujours. Mais nous, les dépisteurs, on dit non, le dépistage néonatal ne coûte pas cher. C'est la prise en charge des enfants malades que l'on n'a pas dépistés qui coûte cher. Donc, le jour du dépistage, c'est le 3e jour. Donc, 3e jour, plus ou moins 24 heures, entre J2 et J4. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un prélèvement. Alors, vous voyez, le carton de Guthrie, on vous présente un petit talon, mais je vous ai dit que, les 3/4 du temps, c'était fait en même temps qu'une prise de temps tout à fait normale. Et ici, vous avez la vue recto-verso d'un carton de Guthrie, avec d'un côté, alors la souris, avec d'un côté, vous voyez, tout ce qui est le nom, le prénom, la date d'accouchement, etc. Ici, tout ce qui concerne le dépistage de la surdité, ici. Ici, tout ce qui concerne la possibilité de faire un dépistage de la drépanocytose. Là, on va avoir les taches de sang qui vont traverser et de l'autre côté, le consentement. Donc, on va demander le consentement des parents, tout bêtement, parce que pour le dépistage de la mucoviscidose, si le test biochimique est positif, on va faire une étude génétique. Donc, on a une dérogation. On n'a pas l'obligation d'avoir la signature des 2 parents, mais la signature d'un seul des 2 parents est spécifique. Et là, je vais déjà vous présenter les dépistages que l'on fait depuis très longtemps et qui sont basés sur un principe. Une goutte de sang, on va dépister une seule pathologie. Le premier, c'est la phénylcétonurie. Cette pathologie, qui est une pathologie la mieux connue des anomalies du métabolisme des acides aminés. On va doser la phénylalanine par technique fluorimétrique ou par spectrométrie de masse en tandem. Donc actuellement, elle n'est plus faite du tout par fluorimétrie, mais couplée avec 8 autres maladies, c'est-à-dire en spectrométrie de masse, on va, à partir d'une seule pastille de sang, dépister 9 pathologies en même temps. Voilà. Donc, un petit rappel sur cette phénylcétonurie, qu'on appelle aussi l'oligophrènie phénylpyruvique, tout bêtement parce que ces enfants ont un retard mental et qu'on retrouve de l'acide phénylpyruvique au niveau des urines.
Il est très important de savoir pour le traitement que l'on peut avoir 2 étiologies. Le premier, le déficit de l'enzyme, la phénylalanine hydroxylase par une mutation au niveau du gène de cette enzyme, ou alors un déficit en cofacteur qu'on appelle la tétrahydrobioptérine ou BH4. Et alors, le traitement là est complètement différent. Je vous rappelle qu'un cofacteur, ça active l'enzyme. Donc forcément, si on n'a pas de cofacteur, l'enzyme n'est pas très efficace. On aura une augmentation de la phénylalanine, une phénylcétonurie, mais qui sera d'un type différent. Donc en France, c'est une fréquence de 1 sur 15 000 naissances. Sans traitement, ça donne un retard mental et on confirme par un bilan métabolique. Et puis le traitement, c'est un régime pauvre en phénylalanine, jamais sans phénylalanine parce qu'on a besoin de la phénylalanine, cet acide aminé pour la croissance des enfants, ou alors un apport en BH4, c'est-à-dire un petit médicament qui s'appelle le Kuvan, 2 gouttes dans le biberon et tout se passe bien. Le deuxième, c'est l'hypothyroïdie. Donc, on va doser la TSH par une technique d'ELISA couplée à la fluorescence. Les étiologies de ces hypothyroïdies sont variées. J'ai vu qu'il y avait des dépistages aussi au Maroc. On peut avoir des ectopies, des athyréoses, des troubles de l'hormonogénèse. 1 sur 3300 naissances en France. Sans traitement, on a une atteinte neurologique, pareil. Le diagnostic doit être rapide, inférieur à 12 jours. Et si on traite dans les 12 jours, notre enfant, il va être nickel. Tout bêtement, on va lui mettre des gouttes de lévothyrox dans le biberon et tout va très bien se passer. Donc la prise en charge, ça va être un bilan thyroïdien complet, une scintigraphie pour voir la localisation de la glande thyroïde. Le troisième est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc là, on va avoir une accumulation, on va avoir un déficit en 21 hydroxylase et une accumulation de 17 hydroxyprogestérone. Et c'est cette 17 OHP qui va être dosée par une technique ELISA compétitive couplée à la fluorescence. Donc cette pathologie, elle est très importante à prendre en charge parce que ces enfants vont avoir une perte de sel dans les 15 premiers jours de vie. Et si ces enfants sont nés à terme, ils vont être à domicile et les parents ne vont pas voir que cet enfant va perdre 7 à 800 grammes d'eau en 24 heures et décéder. Donc là, c'est pareil, il nous fait un diagnostic rapide. La prise en charge comprendra un bilan hormonal et puis un traitement pareil, hormonal adapté. La quatrième est la mucoviscidose. Donc tout le monde connaît en France la mucoviscidose parce qu'on avait un chanteur qui s'appelait Grégory Lemarchal, que tout le monde a connu, qui est décédé de la mucoviscidose. C'est une atteinte au niveau du pancréas quand on est petit avec des retards de croissance, mais surtout une atteinte pulmonaire quand les enfants sont plus grands et les adultes. C'est la maladie génétique la plus fréquente en France et on va doser un marqueur indirect qui est la trypsine immunoréactive par technique ELISA couplée à la fluorescence. Comme ce n'est pas une technique spécifique, on va coupler, si ce marqueur biochimique est élevé, on va le coupler à une recherche génétique. Donc la prise en charge, ça va être dans les centres de référence de lutte contre la mucoviscidose et il y a de nouveaux traitements que je vous engage à connaître, dont un qui est le Kaftrio, qui est un potentiateur du canal chlore et qui donne des résultats exceptionnels. La drépanocytose et les anomalies de l'hémoglobine. Chez nous, on est centre de référence pour ces anomalies au niveau du Grand Est, en France. On a choisi de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour ne pas faire seulement la drépanocytose. On peut faire, ce que je disais à votre collègue, un dosage, une détermination de l'anomalie de l'hémoglobine par spectrométrie de masse en tandem. Mais le problème est que si on utilise cette technique, on ne va pas dépister les autres anomalies de l'hémoglobine. On va faire une confirmation biologique, hématologique et génétique. On va prendre en charge les homozygotes par prévention des infections, vaccination, consultation pour les hétérozygotes. Et depuis peu, on a une généralisation de ces dépistages des anomalies de l'hémoglobine à tous les nouveau-nés. Je pense que j'ai 25 minutes et que
Vous m'avez mis que 20 minutes. Mais c'est pas grave, je vais essayer. Parce que je crois que j'aurais besoin de mes 5 minutes. Alors là, vous avez vu, on a fait ce qu'on appelle les dépistages classiques. Mais maintenant, on m'a demandé de parler de dépistage par spectrométrie de masse en tandem. Et le principe de ce dépistage par spectrométrie de masse en tandem, c'est sur une seule goutte de sang, une seule tache de sang, on va pouvoir faire un certain nombre de pathologies et mettre en évidence un certain nombre de pathologies, et en particulier, là, 9 pathologies. Alors vous voyez, bon là, c'est notre appareillage qui est utilisé au laboratoire. Alors, quelle est la place donc de cette spectrométrie masse en dépistage néonatal? Vous voyez qu'on va avoir des dépistages qui ne seront pas possibles par spectrométrie de masse en tandem, biotinidase, mucoviscidose, surdité, hypothyroïdisme, alors que l'hypothyroïdisme, maintenant, on commence à le faire par MSMS. Là, c'est les techniques qui peuvent être faites par MSMS ou d'autres techniques, et puis là, par MSMS seulement. Donc, les maladies qui peuvent être dépistées par LCMSMS ou spectrométrie de masse en tandem, ça va être toutes ces pathologies, et celles que j'ai mis en mauve, c'est celles que l'on dépiste actuellement, c'est-à-dire la phénylcétonurie, la leucinose, l'homocystinurie, la tyrosinémie type 1, et surtout ce qui est fait pour les pathologies de la bêta-oxydation des acides gras, où là, on ne peut utiliser que la spectrométrie de masse, c'est le déficit en MCAD, le déficit en LCHAD, le déficit primitif en carnitine. Et parmi les aciduries organiques, on ne les dépiste pas toutes, mais on a choisi de dépister l'acidurie isovalérique et l'acidurie glutarique de type 1. Donc, les différents métabolites, vous voyez que dans les critères de Wilson et Younger, on avait dit une maladie relativement fréquente, autour de 15 000. Mais vous voyez qu'à part la phénylcétonurie et le déficit en MCAD, où on est encore dans ces valeurs, vous voyez que toutes les autres, c'est des maladies qui sont moins fréquentes. Mais si on fait le total de ces 9 pathologies, on va quand même dépister un enfant sur 4400. Les métabolites qui sont utilisés, c'est soit des acides aminés, donc vous voyez, phénylalanine-tyrosine, rapport phénylalanine-tyrosine, ou les acylcarnitines. Je vais vous montrer dans peu de temps ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ou alors des dérivés qui s'accumulent, comme la succinylacétone ou l'homocystéine. Donc vous voyez, tout ce qui est marqué C, c'est les acylcarnitines. Okay, donc C0, c'est parce qu'il n'y a pas d'acide gras, et puis après, différentes longueurs d'acide gras. Ça, c'est la leucine et ses dérivés, l'homocystéine, la succinylacétone et d'autres acides aminés. Donc, le premier dépistage qu'on a fait par spectrométrie de masse, ça ne fait pas si longtemps que ça, c'est le 1er décembre 2020, on a fait le déficit en MCAD. Qu'est-ce que la MCAD? C'est l'acyle-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne. Je vous ai dit vraiment un gros mot là. Mais vous allez voir, c'est archi facile. OK? Bon, je vais essayer de tenir dans mes 20 minutes. Donc, c'est archi facile. Quand vous mangez, OK, vous allez utiliser votre sucre et vous allez faire la glycolyse. La glycolyse, vous allez arriver au carrefour du pyruvate, aller dans le cycle de Krebs, donner des choses qui s'appellent le NADH, H+, de FSDH2, ça va rentrer dans la mitochondrie, et dans la mitochondrie, ça va vous donner de l'ATP. Donc, quand vous mangez, vous avez de l'énergie dans vos cellules. OK ? Quand vous mangez aussi, vous mangez des lipides. Et ces lipides, ils vont être transformés en acides gras qu'on va stocker. Quand vous allez être à jeun, vous n'allez plus avoir de glucose. Donc, vous allez avoir une hypoglycémie. Et si vous avez une hypoglycémie, vous n'aurez pas d'ATP. Donc, qu'est-ce que va faire l'organisme? L'organisme, il va aller piquer dans les petits acides gras, faire une dégradation, ce qu'on va appeler la bêta-oxydation des acides gras. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Couper 2 par 2 les acides gras, et puis donner des dérivés sous forme de corps cétoniques qui vont rentrer dans le cycle de Krebs, donner toujours nos FADH2, nos NADH, H+, aller dans la mitochondrie et donner de l'ATP. Donc normalement, qu'on soit en postprandial, en train de manger ou à jeun, on doit toujours avoir de l'ATP.
Alors là, je vais vous raconter la bêta-oxydation des acides gras. Donc la bêta-oxydation des acides gras, nos acides gras, ils vont arriver ici, ils vont être fixés avec la carnitine, passer la double membrane de la mitochondrie, et c'est là qu'ils vont être coupés deux par des enzymes qu'on va appeler des acyl-CoA déshydrogénases. Donc on va en avoir pour les longues chaînes, les chaînes moyennes, les chaînes courtes, etc. Et ce qui va nous intéresser, c'est celle avec les chaînes moyennes. Voilà. Donc ce déficit en MCAD, 1 sur 10 000 à 1 sur 15 000, maladie autosomique récessive, on a une mutation prépondérante. Et vous avez bien compris que ce déficit en MCAD, quand on a ce déficit, quand on va être à jeun, on n'aura plus d'ATP et on n'aura plus d'énergie. On n'aura plus de glucose parce qu'on est à jeun, notre glycémie va être basse. Et comme on ne va pas produire de corps cétonique, on va avoir une hypoglycémie hypocétotique. Et le traitement, c'est ce que vous faites 3 fois par jour. C'est quoi? C'est manger. Voilà. Donc, c'est quand même un traitement. Ça, le déficit en MCAD, il faut le dépister. Le traitement, il ne coûte pas cher. Je suis désolée, mais quand on me dit on dépiste des drôles de maladies, les traitements coûtent cher. Pour le déficit en MCAD, ce n'est pas le cas. Donc, la prise en charge, quand on a ça, c'est de donner du glucose et d'éviter le jeûne, d'autant plus que c'est responsable de mort subite du nourrisson, de détresse neurologique, de troubles de la conscience. Puis vous voyez que quand on n'a plus d'ATP, on va avoir une faiblesse musculaire. Bon, le diagnostic, on l'a vu. Donc, comment on va faire pour le dépister? On va doser. Vous avez vu, c'est la bêta-oxydation. Donc, on va avoir des dérivés de la carnitine. Donc, une maladie métabolique, c'est un produit A donne un produit B par l'intermédiaire d'une enzyme. Quand on bloque l'enzyme, on accumule le produit A. Et ce qu'on va accumuler, c'est la C8 carnitine. Donc voilà ce que vous allez obtenir sur votre appareil de spectrométrie de masse. Vous allez avoir un profil et vous voyez ici, vous avez un C8 qui est très augmenté alors que la valeur physiologique, elle est ici. OK ? Et comme tout dépistage, on a une stratégie diagnostique, donc un dépistage, on va le vérifier, on va reconvoquer l'enfant et faire tout un diagramme pour voir si l'enfant est atteint ou pas. Et je vous dis, le traitement est facile et pour ces enfants, ils ont une petite carte d'urgence. Quand ils ne vont pas bien, on les emmène à l'hôpital, on fait une perte de glucose. Bon, ça, c'était jusqu'au 2 janvier de cette année. Et depuis le 2 janvier de cette année, on a l'extension du dépistage néonatal à certaines maladies héréditaires du métabolisme, et en particulier cette nouvelle maladie. J'y arriverai pas. Donc, le premier, c'est le déficit primitif en carnitine. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour rentrer, les acides gras avaient besoin de carnitine. Donc, c'est une maladie autosomique récessive, fréquence 1 sur 100 000. Et ça donne en général des atteintes cardiaques avec des grosses cardiomyopathies et puis des faiblesses musculaires. Diagnostic très facile. On va doser la carnitine. Sur le carton du tri, elle va être effondrée dans le sang et dans les urines, elle va être très augmentée. Le traitement, c'est de la L-carnitine. Ça coûte 1,50 € le flacon et on guérit notre patient. L'autre déficit énergétique, c'est le déficit en L-SHAD. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit M4, c'est les chaînes moyennes. L-SHAD, c'est les chaînes longues. La hydroxyacyl-CoA déshydrogénase des chaînes longues. C'est pareil, c'est un déficit de la bêta-oxydation. C'est autosomique récessif, 1 sur 100 000. En général, les premiers symptômes autour de l'âge de 2 ans. Et comme c'est un déficit de la bêta-oxydation, on va avoir des hypoglycémies, des atteintes cardiaques, des rhabdomyolyses. Et puis, voilà, ça peut arriver jusqu'à des neuropathies périphériques. Et le traitement, c'est une nitrution entérale nocturne avec de l'amidon de maïs. Tout bêtement, l'amidon de maïs, c'est des glucoses qui sont archibranchés. Pour que l'estomac les digère, mais il va falloir beaucoup de temps. Donc, ces enfants vont avoir du glucose pendant très longtemps. L'acidurie glutarique de type 1, donc ça c'est une acidurie organique cérébrale avec un déficit en glutaryl-CoA déshydrogénase. C'est une maladie autosomique récessive, fréquente 1 sur 100 000, qui donne une macrocéphalie, mais surtout
un retard psychomoteur avec une nécrose du striatum, et on peut prévenir cette maladie, on ne la guérira pas, mais avec une baisse des apports protidiques et de la L-carnitine. L'acidurie isovalérique, qui est également une acidurie organique, un déficit d'isovaléryl-CoA-déshydrogénase dans le métabolisme de la leucine. Elle est autosomique dominante, 1 sur 100 000. Et vous voyez que là, on a différentes formes. Les forces néonatales inférieures à J8, ça représente que 5 à 10%. Et vous voyez que les formes bénignes asymptomatiques représentent quand même 55 à 65%. Mais si on fait un diagnostic tardif, on va quand même avoir des retards psychomoteurs. Donc avec en particulier des comas acidocétosiques et une hyperammoniémie quand on a une décompensation. Et c'est pareil, on ne le guérira pas, mais c'est traitable. L'homocysténurie classique, c'est une anomalie de la reméthylation, un déficit en bêta-cystathionine synthase. C'est une anomalie autosomique récessive. Et là, vous voyez qu'elle est peu fréquente, 1 sur 350 000. Et ces patients font des épisodes thrombotiques à répétition. On peut avoir un retard psychomoteur, une ectopie des cristallins, un aspect marfanoïde. Et le traitement, c'est de la vitamine B12, une baisse des apports protidiques et un traitement spécifique qui est la bétaïne. La tyrosinémie de type 1, qui est un déficit en fumaryl acétoacétate hydrolase, métabolisme de la tyrosine, autosomique récessive, 1 sur 125 000. Et ça, on peut la diagnostiquer même si on n'a pas le dépistage néonatal, car ces enfants ont une insuffisance hépatique aiguë, souvent un ictère prolongé. Quand à 4 semaines, vous avez un enfant qui a encore une bilirubine élevée, il faut penser à la tyrosinémie, parce que le risque, c'est d'avoir un carcinome hépatique. Et ce carcinome hépatique, on peut l'éviter en faisant le dépistage néonatal et surtout en donnant un produit qui s'appelle le NTBC. Le dernier que je vais vous présenter, c'est la leucinose, qu'on appelle MSUD. C'est la maladie des urines à l'odeur de sirop d'érable. C'est un déficit de déshydrogénase, c'est les déshydrogénases qui dégradent tous les acides aminés branchés, donc la leucine, la valine et l'isoleucine. C'est une maladie autosomique récessive, fréquence 1 sur 150 000. La révélation néonatale est très classique. Et là, il faut se dépêcher. On a 6 jours, autrement on grille le cerveau de l'enfant. La leucine est hyper toxique. Bon, on a des formes beaucoup plus tardives et beaucoup moins méchantes. Mais là, il faut absolument avoir un régime hypoprotidique, une supplémentation avec des mélanges d'acides aminés, sans ces acides aminés ramifiés. Alors voilà le nombre de pays européens effectuant des dépistages. Et puis voilà ce que nous, on a choisi. Donc on a un nouveau programme pour augmenter notre nombre de dépistages, et en particulier au niveau des maladies métaboliques. Concernant le dépistage néonatal, cette prise en charge précoce des handicaps de l'enfant avant l'apparition des signes cliniques est vraiment primordiale. Les dépistages doivent être adaptés en fonction de l'épidémiologie du pays. Je pense qu'effectivement, dans vos pays, les anomalies de l'hémoglobine, c'est quelque chose de primordial. Et il faut toujours penser à l'avantage médico-économique sur le long terme. Ça ne sera pas un avantage médico-économique immédiat, mais sur le long terme, ça sera évident. Et je vous invite à venir à la SFEM, donc la Société française des erreurs innées du métabolisme, qui aura lieu cette année du 12 au 14 juin 2023 à Reims, où on aura un atelier sur les dépistages néonataux. Je vous remercie de votre attention.